Il y a eu quelque chose qui s'est passé, une espèce de burn-out. J'étais très très investi à la fois dans les soins palliatifs, dans les associations d'accompagnement de personnes touchées par le sida, par le cancer. J'avais ouvert mon cabinet privé, j'avais commencé à écrire des livres, donc vivre le deuil au jour le jour. Et clairement, il y avait beaucoup de choses, mais quelque chose qui était un peu biaisé, c'est-à-dire que j'avais l'impression que je devais exister au monde, que je pouvais être aimé dans le monde, que si j'aidais encore et encore et encore, mais il y avait un corollaire là-dessus qui était en m'oubliant complètement. Et ça, il y avait une histoire derrière. Il y a une deuxième couche derrière qui renvoie à mon enfance, telle que je le décris brièvement, pudiquement dans le livre, mais je le décris quand même, où quand mes parents divorçaient, j'avais 6-7 ans, je me suis retrouvé, par mille hasards de la vie, à prendre en charge psychologiquement une maman pleine d'amour, mais déprimée, très déprimée, vraiment profondément déprimée, et qui, je me trouvais à la tâche impossible d'un petit garçon qui devait prendre en charge psychologiquement un adulte. Et ça s'est passé pendant des années, jusqu'à mon début de l'adolescence. Et je me suis retrouvé donc complètement englué là-dedans, au point que la dépression est tombée sur moi. Enfant. Dépression d'enfant, et je décris dans le livre trois cognages dépressifs quand j'avais 7 ans, quand j'avais 14 ans et après quand j'avais 18-19 ans, en deuxième année de médecine. Et là, j'ai sombré parce qu'on ne savait pas, je ne savais pas que c'était une dépression, mais à partir de mes 19 ans, 19-20 ans, une amie de ma mère m'a dit « mais va voir un psychiatre, allez voir un psychiatre ». Et j'ai fait tout un chemin, j'ai pris des médicaments antidépresseurs pour arrêter ce vortex négatif dans lequel j'étais. Donc vraiment, j'ose le dire maintenant en tant que psychiatre que j'ai pris des antidépresseurs et qu'il y a eu un chemin de psychothérapie, mais qui a été salvateur pour me permettre de m'extraire partiellement de ce mouvement. Donc j'ai continué mes études de médecine à Paris, je les avais commencées à Grenoble. Et là, une partie de la dépression était apaisée, même s'il reste toujours un petit peu des traces qui sont dans mon être, malgré toutes ces années. Il y a toujours quelque chose de ça qui reste en soi, mais c'est OK maintenant, c'est sous contrôle. Mais il y avait quelque chose qui restait dans cette exister au monde, ne penser que je pouvais exister au monde qu'en aidant et en m'oubliant moi-même. Et j'ai continué très longtemps, jusqu'à la fin de ma trentaine, début de quarantaine, dans ce moule-là, ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais totalement épuisé émotionnellement. Je donnais extérieurement, c'était de l'aide vraiment efficace, c'était bénéfique, ça apportait beaucoup aux autres, mais il y avait le corollaire de ça où je m'oubliais complètement. C'était la pièce du puzzle qui me manquait. Et là, il y a une rencontre qui est assez incroyable, qui s'est faite avec le Lama Punso. Je pense que la vie, quand on demande, elle nous offre ce dont on a besoin. Lors d'un dîner chez un ami médecin, Lama Punso, qui était le directeur spirituel d'un lieu qui s'appelle Dakpo Kagulin, qui est un monastère bouddhiste dans le Périgord noir, dans le sud-ouest de la France, pas loin de Périgueux. Et on a commencé à discuter une entente immédiate, comme ça, vraiment très sympathique. On a commencé à se dire, tiens, organisons à Dakpo. Dakpo, c'est un lieu où il y a beaucoup d'enseignements, de séminaires, de stages, entre bouddhisme et soins palliatifs, bouddhisme et deuil, bouddhisme et accompagnement, etc. Et donc, je suis allé dans ce lieu progressivement, comme ça, en visiteur, et pour donner des stages, des séminaires, mais sans penser que ça deviendrait plus tard ma maison. Et donc, il y a eu la conjonction de cela. Cette dépression d'enfance, ce vécu intérieur de sauveur, entre guillemets, couplé à un investissement professionnel important, mais trop, et couplé à la rencontre du bouddhisme. Et les trois mis ensemble ont fait que dans la fin des années 90, je me suis dit, je suis au bout du rouleau. Une petite voix intérieure qui me dit, Christophe, arrête, tu n'en peux plus là, fais quelque chose. Et là, progressivement, s'est initié quelque chose en moi qui est un processus qui a pris 2 ans, donc ce n'était pas impulsif. 1 an pour prendre cette décision folle de tout quitter, toute ma vie parisienne, la relation dans laquelle j'étais, qui était en train de se terminer. Bien sûr, mais quand même, de quitter les patients, de quitter le fait de gagner de l'argent et de partir vivre dans ce monastère bouddhiste perdu au fin fond du Périgord noir. Première année de décision et après 1 année de mise en œuvre où j'ai annoncé à mes patients que je partais, etc. etc. Donc, à mes amis, à mes proches. Donc vraiment ce lent truc pour me retrouver en mai 2001 où là, je fais
Le saut dans le vide, le truc complètement fou quand j'y pense maintenant, mais comment j'ai pu trouver l'énergie de le faire? Mais je le faisais parce que c'était pertinent, j'avais presque pas le choix de le faire. Un saut dans le vide, où là j'ai mis dans une camionnette avec 2 amis tout ce que je pouvais mettre dans la petite camionnette, et hop, 6 heures après, j'ai basculé dans un autre monde, Dakpo Kaguling, et le premier jour de mon arrivée, Lama Phuntsho m'a dit, maintenant, tu arrêtes d'aider, tu aides plus personne. Tu laisses tomber ça. Boum. Et c'était vraiment un sevrage brutal de ce qui, à mes yeux, était mon identité, ce qui me faisait exister. Il me dit, tu fais rien. Pendant plusieurs semaines, mois, tu vas rien faire. Donc j'étais là comme un lapin dans les phares, en me disant, mais comment je vais exister au bout du compte? Et c'est là où j'ai commencé à me poser. Il y avait une panique qui montait à l'intérieur, vraiment une panique au début, mais au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois passaient, je commençais à me poser. Et parallèlement, il a laissé tout l'espace, donc comme l'espace psychologique, psychothérapeutique était enlevé, il a laissé tout l'espace à une dimension spirituelle. J'ai laissé ça se faire, j'ai lâché prise sur cette volonté de contrôler cet instant de mon existence, et je tombais, mais je tombais avec la certitude qu'il y avait quelque chose de très bénéfique qui était en train de se déployer tout doucement. Je ne savais pas trop, mais il y avait une confiance de fond, et puis c'était quand même nourri par cet enseignement du Bouddha qui existe depuis 2500 ans, qui a été éprouvé par mille et une personnes. Il y avait quelque chose que j'ai perçu au-delà de l'habillage culturel tibétain, parce qu'il y avait vraiment un fort habillage culturel tibétain, commençait à voir l'essence de ça, ce que ça voulait dire, et qu'il était vraiment le sens concret de cette démarche. Et ce qui est rigolo, c'est que votre souffrance à ce moment-là, c'est presque un archétype qu'on rencontre dans la société. Mais justement, tous les gens qui aident leurs proches, que ce soit en fin de vie ou dans d'autres circonstances, on a toujours tendance à s'oublier et à culpabiliser de penser à soi quand on... Exactement. Je suis heureux que ce livre soit compris comme ça. Au-delà du témoignage personnel, les gens captent la dimension, je dirais, universelle de cela, à savoir combien d'entre nous s'oublient pour prendre soin des autres, en méconnaissant ses propres besoins. Combien de personnes se disent, mais au bout du compte, mais quel sens donner à ma vie? Quel sens donner à mon existence? Donc vraiment, les gens reconnaissent au-delà du récit personnel quelque chose qui les touche et qui les renvoie à eux-mêmes et qui les aide peut-être, je l'espère, à cheminer. En tout cas, les retours que j'ai vont dans ce sens-là. Parce qu'au bout du compte, en faisant cette place, cette dimension spirituelle, ça a permis, 2 ans plus tard, de rééclairer les raisons de mon départ, rééclairer quelque chose qui s'était d'abord apaisé au niveau de sauver le monde, ce truc de sauveur, ça s'est apaisé. Je me suis reposé aussi, ce burn-out il s'est dissous progressivement, mais cette spiritualité qui est naissante et qui, dans l'essence, essentiellement dans l'enseignement du Bouddha, c'est comment faire de ma vie quelque chose qui soit bénéfique pour moi-même et pour les autres en même temps. Et là, je me suis dit, mais t'es médecin, mon gars, t'es médecin quand même. Comment tu peux combiner le fait d'être médecin et en même temps le fait d'être moine, parce que j'étais pendant ces 2 années en préparation pour la retraite fermée de 3 ans qui se trouve au monastère mère en Auvergne. Il y avait un dilemme, et là commençait à émerger une espèce de conflit d'une autre nature qui était, mais est-ce que je peux combiner les deux? Si je laisse tomber la médecine, quel est le sens d'avoir fait médecine? Alors que je veux être médecin depuis que je suis tout petit, que j'ai l'aspiration d'aider les gens. Et ce message de l'enseignement du Bouddha dit « fonde ta vie sur l'accomplissement des bienfaits des autres ». Là, c'est presque un paradoxe. Oui, c'était un paradoxe. Comment faire? Et là encore, je crois que la vie nous apporte les réponses quand on pose bien les questions. C'est arrivé sous la forme d'un pèlerinage en Inde, sur les 4 lieux du Bouddha, là où il est né, à Lumbini, au Népal, là où il a atteint l'éveil, à Bodh Gaya, dans le Bihar, en Inde, là où il a donné son premier enseignement, à Vanarasi, Benares, et là où il est mort, à Kushinagar, vraiment dans le nord de l'Inde. C'est un pèlerinage où on allait passer aussi par Katmandou et par le Sikkim pour aller voir le chef de la lignée dans laquelle j'étais, la lignée du bouddhisme tibétain. Il y en a 4, et celle où je suis, c'est la lignée des Kagyu, les Kagyupa, et c'est le Karmapa, donc qui est le chef de lignée, qui est au Sikkim. C'est une province qui est située, coincée entre le Bhoutan, le Népal et la Chine et l'Inde. Et au bout du compte, ce voyage a été l'émergence de plusieurs signes qui m'ont dit, je le raconte dans le livre, regarde
regarde là. C'est très subtil, mais c'était vraiment des signes très clairs parce que j'étais ouvert pour les entendre en disant « ton chemin, c'est la médecine. Ton chemin, c'est la médecine. Ton chemin, c'est la médecine. » De façon explicite ou implicite. Et ultimement, le dernier signe majeur qui m'a été donné, c'est une rencontre, un entretien, comme nous là, avec le Karmapa au Sikkim. Et c'était une audience que j'avais en privé avec lui. Il devait me dire voilà, je vais être moine, je vais faire les retraites. Je lui dis cette phrase, mais c'est dur de renoncer à la médecine. Et là, il me dit t'es médecin. Il dit, on ne renonce pas à la médecine. Ces phrases, c'est ça. Hein. Tu ne dois pas renoncer à la médecine. C'est une des meilleures façons d'aider les gens. Ceci est l'essence de l'enseignement du Bouddha.